C'est le temps d'analyser cette première semaine complète d'activité pour ce Parlement pandémique à Ottawa avec notre panel de journalistes. Je retrouve Joël Denis, Altia et Conrad. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. On va d'abord commencer par la loi d'aide aux travailleurs affectés par la pandémie qui a été adoptée à l'unanimité aux petites heures mercredi matin aux communes après seulement 4 heures et demie de débat. On sait que les conservateurs et le Bloc s'étaient pourtant opposés à ce qu'on écourte le débat sur ce projet de loi-là. Joël Denis, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces manœuvres politiques de l'opposition? Je vous dirais d'abord et avant tout, je pense qu'on doit comprendre que le gouvernement Trudeau a mal fait ses devoirs lorsqu'il a élaboré ce projet de loi-là, qui doit venir en aide aux Canadiens qui n'auront peut-être pas encore suffisamment de liquidité pour les prochains mois parce qu'ils n'ont pas retrouvé leur job. Donc, le gouvernement a mal fait son devoir en ne tendant pas une perche plutôt, je vous dirais, aux partis d'opposition pour mesurer leur appui à certaines mesures. Et on est obligé de voter durant la nuit, c'est parce que le gouvernement n'avait pas consulté, par exemple, le NPD, ce qu'il souhaitait avoir dans ce projet de loi. Si ça avait été fait au préalable, je pense qu'on aurait écourté la période même de débat encore plus, parce que ça aurait probablement suscité davantage d'unanimité. Oui, parce qu'Altia, il faut dire que le NPD était quand même d'accord pour qu'on en débatte rapidement de cette loi-là. Est-ce que les autres partis d'opposition ont finalement senti que les libéraux et le NPD avaient l'appui du public dans leur démarche? Pourquoi finalement tout le monde y est allé rapidement à l'unanimité? Aucun parti politique voulait être vu comme étant opposé à le nouveau système, le remplacement pour la prestation. Alors, c'est la seule vraiment raison pourquoi il n'y a pas eu de vote opposé au projet de loi. Même, j'ai trouvé ça surprenant que le Bloc québécois se prononce en faveur d'un nouveau programme fédéral. Ça, c'est le programme qui va vous donner 500 $ pour 2 semaines si vous devez rester à la maison parce que vous êtes malade avec le COVID-19 ou parce que vous avez besoin de prendre soin d'un grand-parent ou d'un enfant qui est malade avec la COVID. C'est quand même quelque chose de surprenant qu'on a le Bloc qui se dit, ben oui, ils vont supporter un peu cet argent fédéral dans quelque chose qui est clairement une juridiction provinciale. Oui, alors que le Bloc québécois, Conrad, justement, dans ce discours, sa réponse au discours du trône aujourd'hui, a dit que les heures du gouvernement Trudeau sont comptées. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Il dit ça en sachant que c'est pas la vérité parce qu'il n'y a aucune autre... surtout le Parti néo-démocrate qui va pas défaire le gouvernement d'ici le printemps prochain. Donc, c'est facile pour lui de dire ça et il joue le rôle de l'opposition. L'autre unanimité aux communes cette semaine, c'est que tous les partis finalement ont été choqués à la suite de la mort révoltante de cette mère de famille à Tikamek, Joyce Echaquan, dans un hôpital de Joliette. On le sait, elle a été victime d'un traitement raciste de la part du personnel de cet hôpital. Justin Trudeau a dit que c'est là la preuve que le racisme systémique existe toujours au Canada. Joël Denis, est-ce qu'on peut se demander, comme l'a fait d'ailleurs Erin O'Toole, si l'enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées qui a été lancée par le gouvernement Trudeau a donné des résultats? Bien, la question était très bonne. En fait, c'était la toute première question que posait Erin O'Toole cette semaine et c'est un choix qui a surpris même le premier ministre Justin Trudeau qui a félicité justement le chef conservateur de soulever ce dossier. Il y a lieu de se poser des questions. C'est la question de l'avenir et du bien-être des peuples autochtones au Canada continue, je pense, de tenailler tous les gouvernements. M. Trudeau avait fait de grandes promesses et a livré peu jusqu'ici. Certes, il y a eu des réserves qui maintenant ont accès à de l'eau potable, mais il en reste tellement des réserves qui n'ont pas accès à de l'eau potable, par exemple. Il y a des contestations qui sont encore devant les tribunaux pour des programmes sociaux qui ne sont pas, comment dirais-je, adéquatement financés par le gouvernement, qui sont dédiés justement au peuple autochtone. Donc, parfois, les paroles, les babines ne suivent pas les bottines, et ça paraît, oui, justement, ça paraît beaucoup dans ce dossier-ci, je vous dirais, pour ce qui est du gouvernement Trudeau, parce qu'il a tellement mis les attentes très élevées, alors que ce qu'il a livré jusqu'ici, il n'est pas tout à fait ce qu'il avait promis. Oui, Altia, la réaction la plus sentie aux communes est vraiment venue de Jagmeet Singh, qui s'est adressé directement à la victime. On a senti que ça le touchait vraiment. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette réaction de Jagmeet Singh, du chef du NPD? M. Singh est très bon, surtout sur les questions d'identité. On l'a vu durant l'élection avec le blackface de Justin Trudeau, de pouvoir connecter, surtout avec les jeunes, je dirais, sur des questions identitaires. Il se met vraiment dans la peau des gens. Il en a même écrit, en fait, dans son mémoire de son expérience personnelle.
le racisme que lui avait subi. Alors, je pense qu'il n'y a personne vraiment en politique, surtout au fédéral, qui peut venir ajouter quelque chose de personnel. Et puis, Jack Mitchin, c'est vraiment son moment où on le voit se démarquer vis-à-vis des autres politiciens. Oui. Conrad, au Québec, le premier ministre Legault, lui, a dit que ce qui est arrivé à Joyce Echaquan, c'est absolument, il a dit totalement inacceptable. Bon, il y a 2 membres du personnel infirmier qui ont été congédiés à la suite de cette affaire. Mais on sait quand même que le premier ministre Legault nie toujours l'existence de racisme systémique au Québec. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de la position du premier ministre du Québec? Mais c'est assez étonnant d'une certaine manière parce que M. Legault a joui d'une popularité quasi sans précédent comme premier ministre. Donc, il a le capital politique pour prendre des risques et pour faire avancer des choses dans des dossiers comme ça. Mais M. Legault semble incapable de trahir sa base nationaliste qui est plutôt favorable à son discours selon lequel c'est un cas isolé et que le système n'est pas raciste, les individus sont racistes. Mais je pense que c'est un angle mort chez lui que tôt ou tard, il doit adresser. Oui, parce qu'il a été pressé cette semaine par des membres de la communauté autochtone de reconnaître ce racisme systémique et il a encore, jusqu'à maintenant, refusé de le faire. Un mot sur le déficit maintenant record au Canada. Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, a prévenu cette semaine que le déficit allait s'élever à 328 milliards de dollars pour l'exercice qui se termine le 31 mars. Évidemment, c'est astronomique, mais c'est quand même un peu moins que ce que prévoyait l'ex-ministre des Finances, Bill Morneau, avant de quitter son poste cet été. Joël Denis, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que finalement, ce chiffre va continuer à augmenter pour la raison suivante, c'est que l'étude de M. Giroux, le directeur parlementaire du budget, tient compte des dépenses qui ont été annoncées jusqu'au 1er septembre. Or, depuis septembre, en fait, juste le nouveau projet de loi qui a été adopté cette semaine à la Chambre des communes à l'unanimité fait augmenter les dépenses de 5 milliards de dollars. Donc, le chiffre va sûrement peut-être atteindre au moins 375, sinon les 400 milliards de dollars une fois que l'exercice financier sera terminé. Et il faudra aussi surveiller, comme le soulignait avec justesse la semaine dernière notre collègue Corrad Yavukabouski, combien d'argent vont rentrer dans les coffres du gouvernement. Ça, on ne le sait pas. Quand les entreprises ferment, ça ne paye pas d'impôts. Quand les travailleurs perdent leur emploi, ça ne fait pas d'impôts. Donc, les revenus vont peut-être diminuer et faire en sorte que le déficit sera plus élevé que ce qui est inscrit dans le rapport du directeur parlementaire du budget. Oui, avant d'entendre Conrad justement là-dessus, Althia, les prévisions supposent qu'il n'y aura pas de deuxième vague sévère de la pandémie. Évidemment, on va voir. Mais est-ce que le vrai test pour le gouvernement Trudeau, pour la nouvelle ministre des Finances, Mme Freeland, ça va être la mise à jour économique et financière de cet automne? Je suis pas certaine que ça va être la mise à jour parce que je m'attends que ce soit peut-être pas le document à quoi on s'attendait. Ça se peut que ça soit vraiment juste quelque chose de plus petit, comme on a vu au mois de juillet, et pas vraiment un exercice financier comme un budget. Ce serait quand même étonnant qu'on n'aurait pas de budget en 2020. Là. Mais je pense que pour Mme Freeland, le test, ça va vraiment être pas que c'est quoi le gros chiffre du déficit, parce qu'on s'attend tous que ça soit autour vraiment de comme 400 milliards de dollars. À un moment donné, on perd la tête. Là, 10 milliards ici, 10 milliards là-bas, ça vient qu'à des chiffres comme ceci, ça n'importe plus d'une manière. Mais c'est vraiment, est-ce qu'il va y avoir un ancrage fiscal? Sur quoi, ça va être quoi la piste de retour vers l'équilibre? Parce que cet instant-ci, Mme Freeland, elle veut juste dire qu'elle est prête à dépenser n'importe quoi, n'importe combien, pour n'importe quand. Conrad, comme dit Althia, les chiffres sont immenses. Ça ne veut quasiment plus rien dire parce que, bon, quoi qu'il en soit, le Canada s'achemine évidemment vers un déficit record. Est-ce qu'on peut s'attendre à une décote du Canada? Parce que jusqu'à maintenant, vous me corrigerez si j'ai tort, mais il y a seulement l'agence Fitch qui a abaissé la cote de crédit du Canada, non? Oui, justement, c'est pour ça que je crois que Mme Freeland doit être plus précise dans sa mise à jour économique pour donner une idée des pistes que compte suivre le gouvernement, justement pour remettre les finances publiques sur les rails et aussi l'ancrage fiscal, comme Althia disait, que ça soit plafonné. Le plus facile pour l'instant pour le gouvernement, c'est de plafonner les paiements d'intérêt à soit 10
des revenus parce que plafonner la dette, quand la dette continue à augmenter à un taux, à un rythme faramineux, c'est difficile. Mais c'est sûr que les agences de notation de crédit, on a vu la semaine dernière, après le discours du trône, Moody's à New York a dit que le discours du trône était très ambitieux. Elle s'attend à ce que le gouvernement dévoile bientôt ses plans pour financer ces dépenses. Donc, oui, les agences de crédit regardent de plus près. Ils sont très réticents parce que vous savez que les agences sont souvent les dernières à constater les dégâts avant les marchés financiers. Mais oui, on se dirige vers ça. Donc, ça nous pend au-dessus de la tête au Canada. J'aimerais enfin vous entendre tous les trois sur la motion du Parti québécois. C'est notre dernier sujet aujourd'hui, qui réclame des excuses du gouvernement fédéral pour l'arrestation arbitraire de presque 500 personnes, 500 Québécois pendant la crise d'octobre 70. Monsieur Trudeau a encore une fois été questionné à ce sujet aujourd'hui. On va écouter sa réponse, puis je vous reviens tout de suite. C'est certain que les événements d'octobre 1970 ont été très difficiles pour bien des Québécois. Je pense qu'il faut commencer par avoir une pensée pour la famille de Pierre Laporte, pour qui cet anniversaire ramène de très douloureux souvenirs. Joël Denis, donc, M. Trudeau reste quand même assez vague, mais c'est clair, il refuse de présenter des excuses pour le gouvernement. Est-ce que le gouvernement fédéral devrait s'excuser 50 ans après la crise d'octobre? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un pan triste de l'histoire du pays, évidemment, et ceux qui ont été affectés ne l'ont jamais oublié, évidemment. Il va y avoir des pressions venant de l'Assemblée nationale pour que, justement, le gouvernement fédéral présente des excuses officielles à ceux qui ont été touchés. Maintenant, M. Trudeau lui-même a ouvert la porte à de telles excuses lors d'une conférence de presse le mois dernier à Montréal, quand il a dit que même son père, comme premier ministre, avait commis des erreurs. Je pense qu'il faisait allusion à la loi sur les mesures de guerre et le traitement des Québécois pendant cette période. Donc, la pression va ne faire que s'accentuer. Le Bloc québécois a sonné le porte-parole à Ottawa et je ne serais pas surpris qu'un jour, le Parti conservateur se joigne aussi à ça et également le NPD. Oui, parce qu'Altia, c'était, il faut le rappeler, le père Trudeau qui avait dépêché l'armée au Québec pendant la crise d'octobre, à la demande évidemment du gouverneur du Québec. Est-ce que Justin Trudeau devrait s'excuser pour un geste qui a été commis par son père il y a 50 ans? Ah, ben ça, c'est pas à moi de dire si le premier ministre devrait s'excuser ou non. Je serais surprise s'il s'excuse pour les actions de son père. Par contre, on a vu M. Trudeau s'excuser pour plein d'autres choses, pour plein d'erreurs qui ont été commises par d'autres premiers ministres envers d'autres communautés. Alors, c'est clair que le Bloc québécois veut mettre la pression sur cet angle-ci. Et puis, jusqu'à date, les journalistes, c'est un des projets de loi les plus intéressants on va en parler pendant un petit bout, je pense. Oui, on sent que ça suscite de l'intérêt beaucoup du côté d'Ottawa. Oui, la motion, je devrais dire, oui. Oui, c'est ça, exactement, du Parti québécois, qui est appuyé par tous les autres partis à l'Assemblée nationale, sauf le Parti libéral du Québec. Conrad, il ne faut pas oublier, donc c'était, je le disais il y a un instant, à l'époque, c'était le gouvernement du Québec là, qui avait demandé au gouvernement fédéral d'envoyer l'armée, de déployer la loi sur les mesures de guerre. C'était le gouvernement de Robert Bourassa. Le Québec a déjà présenté ses excuses pour ça à la population. Est-ce que des excuses fédérales sont nécessaires, selon vous? Oh oui, bien, s'il y a des excuses, ça devrait surtout venir du gouvernement du Canada, parce que moi, je ne dis pas que je suis favorable à ça, mais je dis tout simplement parce que c'est le gouvernement fédéral qui a déclaré l'urgence et qui a donné ses pouvoirs à la police. Donc, c'est le gouvernement fédéral qui était responsable. Ce n'est pas le gouvernement provincial, même si le provincial avait demandé qu'il le fasse. Mais j'ai écrit ma chronique qui est dans le journal d'aujourd'hui sur ce sujet-là et la réaction au Canada était tellement hostile et est tellement hostile. Marc Lalonde, qui était le chef de cabinet de M. Trudeau à l'époque, il avait dit que l'idée était farfelue et c'est ça la réaction au Canada anglais. Il trouve ça farfelu et il ne trouve pas que la réponse de M. Trudeau était M. Trudeau père était disproportionné par rapport à la menace. Donc, je crois que ça va rester lettre morte. Là. Mais on va quand même lire votre chronique avec beaucoup d'intérêt. Joël Denis, Altia et Conrad, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci à la semaine prochaine.